Merci. Je sais qu'il y a d'autres questions, mais je vais donner la parole au panel maintenant et j'aimerais essayer de cerner un petit peu notre discussion, encadrée, car il y a trop de sujets qui ont été soulevés. Dominique, tout d'abord. Dans vos conclusions, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui, à mon avis, est fondamental, à savoir que les puissances émergentes ne sont pas encore disposées à accepter la responsabilité qui va de pair avec leur situation, alors que les puissances sur le déclin, tout en disant qu'elles sont sur le déclin, ne le reconnaissent pas, n'intègrent pas ce concept. Et je pense qu'il y a une image un peu plus complexe, et je tiens compte des commentaires de Pierre Lévy quand il dit que nous exagérons le côté, la noirceur. Mais il faut quand même voir que la Chine est émergente. Les États-Unis sont extrêmement résilients malgré la crise économique et on voit que ce pays est extraordinairement en mesure de se réinventer. Et nous devons dire également que l'Europe, y compris la Russie, se trouve parfois entre le marteau et l'enclume, entre ces deux. Je ne vois pas du tout le monde en termes de G2, hein. Mais malgré cela, il y a donc l'Europe et la Russie qui sont un peu coincés entre ces deux grandes puissances. Et ensuite, il y a les puissances émergentes qui sont également coincées et qui n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités. Alors, que ce soit en termes de lutte contre le terrorisme, de prolifération nucléaire ou simplement dans la résolution des conflits. Si vous vous penchez sur la situation du monde d'aujourd'hui, on se rend compte que nous avons toujours besoin des Américains pour trouver une solution, que ce soit le Balkan, que ce soit l'Afghanistan. Aussi longtemps que l'Amérique ne participe pas, rien ne se fait. Alors, comment voulez-vous réagir, Monsieur Morin? Yep, you'll be on. Yep. Monsieur Morin. Je vais peut-être vous renvoyer à ce qu'a dit M. Trump en répondant à votre question. Lorsque nous songeons à ce genre de problème, il nous faut penser globalement, mais régionalement en même temps. Ce qui se passe au plan global peut en effet avoir des répercussions sur le plan régional ou local. Et ce qui se passe sur le plan local, par exemple, j'avais parlé de ce qui se passe au plan stratégique en Asie occidentale. Cela peut affecter, bien sûr, la situation mondiale. Ce qui est important ici, c'est de voir ce qui se passe dans chacune des régions au plan stratégique. Prenez par exemple le Japon. Voilà la troisième économie du monde. Quelles sont les responsabilités que le Japon assume en prenant en main la résolution du conflit? Ils sont toujours deuxième ou troisième, ils disent nous payerons, mais ce n'est pas à nous de régler le problème. Désolé, laissez-moi continuer. Je pense que, bon, comment contribuer à un équilibre stratégique local? Voilà un élément qui est extrêmement important. En effet, à moins que nous n'ayons un équilibre stratégique dans une région, nous ne pouvons pas empêcher l'apparition de conflits. Premier point, c'est un point que je tiens à souligner. Deuxièmement, nous avons maintenant le Japon, nous avons la Chine et les différents pays de la région qui doivent s'occuper de tous les conflits potentiels tels que le développement nucléaire de la Corée du Nord. Demain, peut-être, nous aurons des problèmes au niveau de Taïwan et d'autres problèmes dans d'autres régions d'Asie. Donc, il nous faut de doubles approches. L'une consistant à voir comment élaborer des systèmes régionaux pour régler. Si vous me le permettez, je voudrais revenir en arrière. La Chine et le Japon sont obsédés l'un par rapport à l'autre. Vous voulez un équilibre régional? Oui, certes.
Mais que font la Chine et le Japon dans le cadre de Timor occidental ou de Mindanao aux Philippines? Que font la Chine et le Japon, les véritables pouvoirs régionaux, pour régler ce genre de conflit qui se passe dans leur propre cours? Non, nous attendons que les États-Unis interviennent ou que l'Union européenne intervienne. Ça, c'est de la folie. Vous ne faites pas votre boulot. Étant donné que je suis envoyé spécial pour le Moyen-Orient, je voudrais peut-être expliquer ce que nous faisons dans cette région. Vous avez été ambassadeur en Indonésie, tout à fait. Bon, je reviendrai sur ce que nous faisons. Vous êtes extrêmement provocateur, donc je vais être à mon tour provocateur au Moyen-Orient. Ce que nous faisons, eh bien, nous aidons les Palestiniens, nous avons été l'un des principaux donateurs de cette Palestine. Et je crois que la Palestine est la clé de la création de la paix dans cette région. Et si vous prenez ce qui se passe au Timor-Leste, eh bien, voyez ce que nous faisons. Vous payez les factures. Mais sur le plan politique, dans le cas du Moyen-Orient, par exemple, nous exhortons Israël à tenir ses engagements. Et nous demandons de l'autre côté aux Palestiniens de tenir leurs engagements. Bon, excusez-moi de vous provoquer. C'est très peu oriental de ma part, Monsieur Scheder. Je pense que c'est une question entre le local et le global. Les gouvernements locaux souhaiteraient bien des solutions, mais cela ne marche pas. De ce fait, tout pays local cherche à régler ses propres problèmes, mais il ne peut pas attendre que quelqu'un vienne à leur secours. Nous parlons de pays suffisamment développés qui ont des systèmes démocratiques qui leur permettent de gérer leurs problèmes. Je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, et je voudrais établir un lien avec cela. Les États-Unis ne peuvent pas être les gardiens ou les policiers du monde. Ils ne peuvent pas corriger une situation dans un contexte de nécessité. Le président Obama a parlé avec la Corée du Nord et Taïwan. Bon, mais cela ne marchera pas. Cela ne peut marcher tout simplement parce qu'il y a beaucoup de naïveté dans la façon de penser des Américains. Je vous donne un exemple. L'Amérique a joué un grand rôle pour faire chuter le Shah d'Iran, étant donné qu'ils étaient d'avis qu'ils ne respectaient pas les droits de l'homme. Résultat, nous avons eu Khomeini et nous avons eu des gouvernements bien pires en Iran. Cela n'a pas servi la cause. Les valeurs américaines ne peuvent pas être imposées à différentes parties du monde. Condoleezza Rice, lors de la dernière administration Bush, avait estimé que tous les pays devraient être démocratiques d'abord, puis la paix régnerait. C'est un non-sens total. Il existe de nombreux pays où la démocratie n'est même pas une option. Ces pays ont besoin d'une direction claire et forte. Si le Moyen-Orient était démocratique, les partis islamistes gagneraient dans la majorité des pays. C'est précisément ce qui s'est passé dans la rive occidentale avec le Hamas, qui est une organisation qui ne reconnaît pas Israël. Ils ont remporté les élections et nous devons les accepter. Dans quelle mesure est-ce qu'Israël en est responsable? Oui, nous avons une certaine responsabilité, je suis d'accord. Nous avons commis des erreurs et je voudrais dire